mécontentement assez farouche de la part des Africains et même de certains membres de l'opinion publique internationale. Afrique Média, télévision panafricaine, mais également des leaders panafricains qui sont taxés d'être des maillons essentiels de l'écosystème de désinformation, mais également de propagande. Le rapport d'État américain qui étonne plusieurs, consternations même pour d'aucuns. Doyen Simondé, on voit déjà votre... voilà, l'expression faciale n'est plus au rendez-vous. Je commence par vous, doyen Simondé. De prime abord, où est passée la démocratie? Je ne sais pas ce que vous appelez démocratie. Pour moi, c'est la démocratie. Ça, ce sont les démons qui sont venus vouloir installer leur système en Afrique. Et je vais vous dire une chose. Je suis très heureux de la réaction des États-Unis. Je suis très très heureux. Vous savez pourquoi, Madame Capet? Nous vous écoutons. Même ceux qui ne connaissaient pas Afrique Média vont chercher à connaître Afrique Média. C'est l'occasion pour nous que le monde entier sache le travail qu'on a fait. Parce qu'avant, les Américains ne parlaient pas parce qu'on n'avait pas atteint la cible. Aujourd'hui, on a atteint la cible. Vous ne verrez jamais un fou ramasser un caillou pour lancer sur un arbre qui ne produit pas de fruits. Ça veut dire que Afrique Média a créé quelque chose de formidable dans le monde entier. Si les gens qui se pensaient, qui croyaient qu'ils étaient au-dessus du monde, commencent à s'attaquer à cette petite structure qu'ils appellent Afrique Média, qu'ils ont passé tout le temps à insulter, à mépriser, ça veut dire qu'on a atteint l'objectif qu'on avait mis en place. Donc je suis très heureux, je suis un homme très heureux. Aujourd'hui, même les gens qui ne connaissent pas Afrique Média vont chercher à comprendre. Mais Afrique Média, même, c'est qui? C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils vont revoir le cheminement qu'on a fait depuis qu'on a commencé la bataille. Ils vont comprendre que Afrique Média a mené un combat qui est en train de briller et qui est en train de libérer totalement le monde. Parce que si aujourd'hui, la Russie est en train de faire en sorte que le monde ne soit plus unipolaire, ça veut dire que Afrique Média a frappé un très grand coup. Et je suis heureux que ce soit des partenaires comme les professeurs, tous les panélistes qui ont intervenu sur Afrique Média depuis la nuit, qui ont créé l'éveil panafricain aujourd'hui. Et aujourd'hui, on parle dans le monde entier d'Afrique Média et du travail qu'ils ont mené. Donc, encore une fois, bravo, bravo. C'est Afrique Média qui est le pionnier de la lutte de libération de l'Afrique. Je suis heureux qu'on le dise aujourd'hui et que le monde entier reconnaisse aujourd'hui le travail qu'on a mené. Parce que si on nous dit aujourd'hui que c'est la Russie qui est en train de mener, qui est en train d'aider Afrique Média à libérer l'Afrique, si c'est la Russie, pourquoi pas? Quand on tape un enfant, on ne peut pas l'empêcher de pleurer. Quand l'enfant pleure, c'est pour que les voisins viennent intervenir pour apporter le secours. Aujourd'hui, si la Russie a prêté main forte à l'Afrique pour qu'on se libère, où est le problème? Ce n'est pas les États-Unis qui vont nous choisir nos amis. On a le droit de choisir nos amis et faire de ce qu'on veut avec eux. Ce qu'on veut avec eux. Donc aujourd'hui, Afrique Média a réussi une bataille où aucun média n'avait réussi. Si les Occidentaux commencent à parler d'Afrique Média, ça veut dire qu'on a réussi le coup. Alors, professeur Mbélé, la Déclaration universelle des droits de l'homme de décembre 1948 accorde un intérêt particulier à la dignité humaine inhérente à toute personne, mais également aux droits et libertés publiques. L'article 19 de cette Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 dispose, je vais citer, « Tout individu a droit à la liberté d'opinion, mais également d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, recevoir et pourquoi pas répondre sans considération de frontières les informations, les idées, par quelque moyen d'expression que ce soit. » Qu'en est-il de l'application de ces instruments juridiques internationaux par ces États qui ont eux-mêmes également ratifié ces instruments normatifs? Qu'en est-il de l'application, professeur Mbélec? Oui, les dirigeants occidentaux, pour la plupart, sont des hypocrites, des parjures, et même des perfides, pour certains. Ah, je disais que les dirigeants occidentaux, pour la plupart, sont des hypocrites, des parjures et même des perfides pour certains. Souvenez-vous de Charles. Il faut faire ce rappel pour que la contradiction apparente soit levée. On m'entend mieux peut-être maintenant, j'espère. Alors, donc, M. Charles Pasqua, je me souviens, disait souvent que
Les accords n'engagent que ceux qui y croient. Donc cette charte de l'ONU n'engage que ceux qui y croient. Alors, première question, qui a écrit cette charte? Au moment où elle est écrite, quand bien même on parlerait des droits de l'homme, les États africains, par exemple, ne sont pas indépendants, à part le Libéria et l'Éthiopie. Les autres, et puis l'Afrique du Sud, mais vous savez que c'est un cas spécial, l'Afrique du Sud, avec un régime d'apartheid instauré à la sortie de la guerre des années 50. Donc, qui a écrit cette charte? Beaucoup d'États n'en faisaient pas partie de cette nouvelle ONU qui a succédé à la SDN. Autre chose, il faut savoir une chose, c'est que on nous dit, et les Français sont fiers de le dire crânement, que cette déclaration des droits de l'homme est dans la filiation de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la Révolution française, de la Révolution dite française. Alors, la nuance, je ne sais pas la préciser aujourd'hui, mais elle existe. Alors, or, à l'époque de cette Révolution dite française, les droits de l'homme parlent de l'être, le mâle d'abord. Ce n'est pas la femme. Sinon, il faut m'expliquer pourquoi Olympe de Gouges s'est senti obligé de faire la déclaration de la femme avec ses camarades. Parce qu'elle se sentait exclue. Vous voyez? Donc, c'est déjà tronqué là-bas. C'est pas fini. Cette déclaration même des droits de l'homme et du citoyen, ils n'ont pas dit et de la citoyenne, hein, des droits de l'homme et du citoyen. Cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la Révolution française, elle-même, ceux qui l'ont rédigée prétendent qu'elle est héritière de l'époque des Lumières. Or, qui était dans les Lumières? Des gens comme Voltaire, un esclavagiste. Voltaire avait des actions dans les sociétés, des bateaux négriers. Non, là, on parle bien sûr de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais je montre la filiation pour montrer à quel point c'est biaisé. Et j'ai bien dit au passage la perfidie, l'hypocrisie et le côté parjure des dirigeants occidentaux. Et j'ai donné le cas de Charles Pasqua, qui disait que les accords n'engagent que ceux qui y croient. Ça veut dire que Madame Céleste, si vous y croyez, à vous d'y croire, moi je n'y crois pas. Parce que ça n'a aucun sens dans un monde unipolaire. Ça ne prend de sens que dans un monde multipolaire. Et vous voyez vous-même que, et puis moi j'ai l'esprit mathématique, si j'adhère à cela, il y aura une contradiction que je ne peux pas gérer. Mon esprit, aucune mathématique n'accepte la contradiction. Or, vous voyez très bien que si vous acceptez le droit de l'homme, pourquoi les États-Unis condamnent, empêchent les autres États, en plus des États, même pas des individus, à choisir librement leur partenaire? Puisque automatiquement il y a des sanctions. Pourquoi ils sanctionnent même des individus? Vous allez citer des individus là. On connaît quelques noms qui ont été cités. Hein. Alors pourquoi? Vous voyez bien qu'ils sont en contradiction avec... mais moi je n'assume pas cette contradiction. Donc je ne peux pas les suivre. C'est eux qui ont mis cette charte. Nous, on n'était pas indépendants. Donc je sais que c'est de l'hypocrisie, ça n'a pas de sens. Ce qui a un sens pour nous les Africains, c'est le principe de Mahat. Pourquoi? Et je dirais même que ça aura aussi du sens pour les autres, s'ils y adhèrent un jour. Je dis bien s'ils y adhèrent un jour, parce qu'on ne force personne. Nous, les Africains du Nord, c'est les l'Ouest, hein, nous y adhérons naturellement. Pourquoi? Parce que c'est naturel, je dis bien naturellement, parce qu'il y a l'origine de l'homme en Afrique. Hein? Cette origine de l'homme, on sait qu'elle remonte à pratiquement 300 000 ans. Alors, il y a 300 000 ans, il y a toute une expérience humaine qui a eu cours. Et c'est ça qui a validé ces thèses. C'est ça qui a validé ces pratiques, cette culture africaine. Et d'où le principe de Mahat. Il est validé, il a le saut du temps. Je vais vous dire quelque chose. Écoutez bien, un peu de linguistique comparée. Men en égyptien veut dire stable. Mais souvent, quand on dit stable en égyptien, par exemple, men néfer, bien établi. Quand on dit stable en égyptien, ancien, beaucoup de gens entendent la stabilité physique. C'est-à-dire que, par exemple, on met un édifice, il est bien établi. Par exemple, un obélisque, on appelle ça Teken. Il est bien établi. Les men néfer. Okay? Mais en bassa, qui est ma langue maternelle, on dit nom. C'est la stabilité dans le temps, ce qui est durable, nom. Or, vous voyez bien que nom et men, nom est une métathèse de men. C'est-à-dire que les deux mots ont la même origine. Bon, là, comme l'égyptien ancien précède de bassa, c'est que ça vient de l'égyptien ancien. Sauf que ça s'appelle métathèse. Métathèse, c'est ce qu'on appelle couramment de façon vulgaire le verlan. C'est-à-dire que quand vous dites men, c'est mn, nom, c'est nm. C'est une métathèse. Il y a un verlan là. Or, du point de vue de la linguistique,
un mot et la métathèse, c'est la même chose. Il y a pas, c'est pas deux mots différents. D'ailleurs, même dans le commerce, c'est retenu. Si, par exemple, je me souviens de, encore, professeur l'occasion encore, pour rendre hommage à notre gaieté au Motonde, Kalala, Noussiré, Jean-Philippe, et je me souviens l'avoir accompagné à l'INPI. Pourquoi? Parce qu'il y avait un conflit entre un site internet qui avait été mis au point par l'école que nous représentions à l'époque. Il y avait une école, on enseigne la langue égyptienne ancienne, et les humanités classiques africaines en général. Et le site s'appelait Agorafrica. Mais il y avait une association d'Africains qui était hébergée par le Sénat français, qui eux s'appelait Africagora. Alors, à l'époque, ça ne leur plaisait pas qu'on les identifie avec nous, qui défendons l'identité africaine. Eux étant hébergés par le Sénat français, ils se sont gênés. Donc, ils nous ont demandé de changer de nom. Et donc, on a fait une vérification à l'INPI pour savoir s'ils étaient en droit de réclamer ce changement de nom. Et effectivement, l'INPI, ils ont confirmé que quand vous dites, par exemple, là, c'est Agora d'abord, Africa après, eux, ils ont dit Africa d'abord, Agora après. Pour eux, même sur le plan commercial, c'est la même chose. Donc, comme Africa Agora précédait Agora Africa, ça a nous changé de nom. C'est ainsi qu'on a lancé un concours et on est passé à Africa Mahat. Je fais partie des gens qui ont proposé le nom Africa Mahat. De Mahat, le principe, là, et Africa. Et ça a été validé. C'était lors d'un vote. On était deux à proposer ce nom. L'autre s'appelle Jean-Paul Fougain. Il est encore vivant. Il est en France. Donc, je reviens. Donc, ça veut dire que la culture africaine est tellement éprouvée dans le temps. Ça, c'est le côté bassa, la norme, la durée dans le temps, qui donne cette stabilité. Je pense que les autres vont y adhérer aussi. Si un jour, ils veulent bien y adhérer. Parce que, comment dire, remettre en cause quelque chose qui est essentiel à l'Afrique, il faut y réfléchir, pas deux fois, pas trois fois, à plusieurs reprises. Pourquoi? Parce que ça veut dire que rejeter quelque chose qui a bénéficié de l'épreuve du temps, l'Afrique a l'expérience humaine la plus longue. Il ne faut jamais oublier ça. Et je le dis, pour nous les Africains, mais je dis aussi pour le reste de l'humanité, l'Afrique, c'est la culture la plus longue de l'humanité. C'est aussi la plus longue histoire de l'humanité. C'est le plus long de l'humanité. Quel que soit Alpha, l'Afrique a le plus ancien. Parce qu'il faut revenir au balbutiement. Si vous dites par exemple telle technologie, le téléphone, mais il faut revenir au balbutiement. Avant le smartphone, avant le téléphone, il y avait quoi? Mais il y avait quelque chose de départ. Le tam-tam africain, en bassin, on appelle ça un koumahop. C'est qui permet de transmettre. Ça dit que mot à mot, c'est qui permet de transmettre ta parole. Un koumahop. C'est pas pour faire la musique, c'est un autre tam-tam. Et là, le tam-tam est féminin, avec une fente. On en trouve un à Fumban. Il y a une case, il y a le tam-tam là. Et on m'a dit qu'il résonne qu'à Fumbot. Fumbot à la ronde, hein. Donc ça fait 40 km à la ronde. On avait ces choses-là. Voilà. Donc, je vais chuter parce que je ne vais pas monopoliser la parole, mais c'est pour enrichir la réflexion et aussi que les gens se rendent compte de l'essentiel. Les États-Unis, c'est la rigolade. Et ils datent de combien d'années? Ça fait pas combien? Ça n'atteint pas 250 ans l'existence des États-Unis. En plus, c'est une terre arrachée à une population autochtone d'origine qu'on a massacrée. Donc, eux, ils n'ont pas droit au chapitre en réalité vis-à-vis des Africains. Donc, je vais redire aussi en bassin à nouveau. Yuneman Kobdin Banki Kukumba. Qu'est-ce que la couleur d'un poussin peut faire à un faucon ou à un épervier? C'est nous, les faucons, les éperviers. Le poussin, c'est les États-Unis. Leur puissance, là, n'est pas éternelle. C'est une puissance factice basée sur le fait que beaucoup de gens y croient. Le jour où... Mais vous savez comment l'Empire romain a chuté? Un jour, les barbares, que les Romains avaient déjà octroyé la tâche de faire la guerre pour eux, parce que les Romains ne voulaient même plus se fatiguer, les barbares faisaient la guerre, ramenaient le butin, donnaient au Sénat romain, qui leur donnait leur part. Eh bien, un jour, il y a un barbare qui a dit, et puis on leur donnait aussi des grades. Donc, ils ont commencé d'abord tout petits, comme éclaireurs, ils sont devenus soldats, on leur a donné des grades, ils sont devenus officiers. Finalement, toutes les troupes étaient barbares, et ils remettaient le tribut au Sénat romain, qui leur renversait une portion congrue. Mais un jour, il y a un des barbares qui a posé la question, un des chefs barbares, il a dit, mais attends, au fait, pourquoi on remet le butin au Sénat, on n'a qu'à le garder pour nous? Et la discussion a continué jusqu'à aboutir au fait que, mais pourquoi on n'irait pas attaquer Rome, puisqu'ils n'ont plus de force militaire? Rome a chuté en quelque temps, ok? C'était plus rapide la chute de l'Empire romain. Et bien c'est comme ça. Un jour, le monde entier va se rendre compte. Ça commence, on en voit là. La guerre de l'Ukraine accélère le processus. Et le Covid aussi. L'Afrique est sortie vainqueur de cette condamnation à mort qui avait été prononcée sur l'Afrique. Souvenez-vous de l'effet Pangola, où l'Afrique on était censé ramasser des morts à la pelle dans les rues en Afrique. Hein? Ça n'a pas été le cas. On en est sorti vainqueur. Eux, ils y sont encore. En France, ils y sont encore. Parce qu'ils ont rendu leur peuple malade. Ils ont fait une dictature sanitaire qui a rendu leur peuple encore plus malade qu'il ne devait l'être. Alors donc, je vais chuter. C'est pour dire qu'un jour, les peuples du monde entier
et ça s'est déjà amorcé, vont se rendre compte que ceux qu'on croit puissants ne sont pas puissants, ils sont faibles. Il suffira de les attaquer, ils vont s'écrouler comme de rien du tout. Vous allez voir, c'est pour demain, et demain c'est bientôt. Alors, Monsieur Jonathan Batengele, une question à double volet ou alors à deux volets. Écosystème de désinformation et de propagande. Afrique Média taxé d'être un maillon essentiel de cet écosystème. Les leaders panafricains, on a cité quelques noms, Madame Nathalie Yam, pour me limiter seulement à cette personnalité, et bien d'autres leaders panafricains indexés pour favoriser ou alors faciliter cette désinformation, cette campagne de désinformation, mais également de propagande en Afrique et dans le monde entier. Comment comprendre déjà ce rapport du département d'État américain? Et le deuxième volet de la question, quels sont les éléments de preuve qui confortent ces allégations? Y a-t-il des éléments de preuve, étant donné qu'un rapport devrait, en principe, s'inspirer ou alors avoir des arguments assez solides, assez pertinents, notamment des éléments de preuve? Quels sont les éléments de preuve qui pourraient conforter cela? Ces différentes, on va le dire, incriminations à l'endroit de la télévision panafricaine. Madame Captain, je ne savais pas que vous me prêtiez des super pouvoirs, c'est-à-dire d'avoir déclassifier le rapport de la CIA. Moi, je n'ai pas eu accès déclassifier, à ce rapport. aucun nom. Ou bien que je sois un agent de la CIA. À coup sûr, des éléments de preuve. Non. Pour sortir un tel rapport, il faudrait des éléments de preuve. Donc, je n'ai pas eu accès à leur rapport. On aimerait bien savoir s'il y a des éléments de preuve qui confortent ces allégations contre Afrique Média. Sinon, rapport biaisé. Vous avez raison de parler d'allégations. Et c'est même le mot qu'il faudrait utiliser parce que ça consacre bien la qualité du commentaire qu'a fait le State Department. Ce n'est que des allégations. Des allégations formulées sur la base de soupçons. Madame Yam se déplace pour le Kremlin, elle va à Moscou de temps en temps. On a parlé d'une subvention, je vais aller dans le même sens que vous, parlant de doyen Simondé, parlant des différents chefs d'accusation contre Afrique Média pour déstabiliser ou alors désinformer l'Afrique et le... J'ai déjà été 2 fois en Russie. Et le continent voilà. et le monde. On a parlé bien sûr de cette subvention ou bien de ce financement d'Afrique Média par la Russie. Combien, Madame Capin? Donnez-nous le montant. Moi, je vais demander ma Vous avez ce rapport. Vous avez le rapport dont vous pouvez lire soigneusement ce rapport. Ils ont parlé d'un financement de la part de la Russie à l'endroit de la télévision panafricaine. Ils ont parlé également d'une stratégie bien peaufinée par Afrique Média et ses leaders afin de se faire du beurre pour leurrer les Africains. Des allégations assez fortes, je cite également choquantes, qui devraient avoir des éléments de preuve. Mais jusqu'à ce jour, beaucoup d'Africains se posent cette question. Où sont ces preuves contre Afrique Média et ses leaders panafricains? Où sont ces preuves? C'est des allégations, Madame Capin. On ne peut pas rentrer dans ce jeu. C'est des allégations qui sont portées et tous les panafricanistes. Et ces allégations sont touchées du sceau de ce qu'on appelle la vraisemblance. La vraisemblance, c'est quoi? C'est que on a un ensemble de faits qui sont présentés. Ça arrive très souvent au professeur Mbelek pour les enfants qui font la mathématique. Vous avez un exercice à réaliser et vous croyez atteindre le résultat. Vous avez même suivi une certaine cohérence logique que vous prêtez à votre raisonnement et vous dites c'est vrai. On ne dira pas que c'est faux parce que c'est vraisemblant. Ça ressemble à quelque chose qui est vrai, mais ce n'est pas la vérité. Parce que la vérité rentre dans le principe de cohérence logique avec d'autres éléments. Il faut que les faits concordent avec les prémices du raisonnement et que les faits aboutissent aux conclusions que vous établissez. Donc, le State Department part sur des éléments de vraisemblance. Et la manipulation occidentale est aussi basée sur le principe de vraisemblance. La vraisemblance a ceci que
les faits qu'on vous présente sont effectivement les faits tels qu'ils se présentent. Seulement, les corrélations qu'on établit ne sont pas les relations qui existent entre ces faits et ce qu'on vous propose comme explication. Pour dire quoi? Madame Yamb était en Russie, à Sochi, et puis elle s'est déplacée à Moscou pendant les périodes où Moscou était placé comme la capitale indésirable. Monsieur Kémy Séba, pareil. Le patron d'Afrique Média, lui, il s'est déplacé pour Sochi également. Il était à Sochi avec plusieurs de vos collègues qui y étaient. Ils sont revenus, mais ils ne sont pas qu'allés à Sochi. Ils étaient également à Paris. Est-ce que parce qu'ils étaient à Paris, on pourrait dire donc que parce qu'il était à Paris, il a été reçu par le Quai d'Orsay? Pourquoi on n'en arrive pas à cette conclusion? Donc, Madame Yamb, qui était à Sochi, était également en France. Elle a été en France l'année dernière. Pourquoi, ayant été en France, on ne nous établit pas qu'elle aurait été soudoyée également par Paris? Pourquoi M. Kémy Séba, qui est le Français, l'ambassadeur de France, nous lui disons merci, hein, ambassadeur de France au Bénin, il clame à voix que Kémy Séba est citoyen français. Il dit qu'il a demandé un passeport. Il paraît qu'il lui en a procuré un. Donc, Kémy Séba est citoyen français. Pourquoi un citoyen français, on ira dire que ce dernier n'est pas un support de Paris dans le combat panafricain? Donc, il y a une situation vraie qui est présentée, les voyages des dites personnes, tout comme on peut leur opposer les voyages dans les pays fréquentables, dits fréquentables du point de vue occidental. Et il y a maintenant les conclusions, dit qu'ils ont été achetés parce qu'ils y sont allés. Ça relève de la manipulation et c'est cela qui construit ce qu'on appelle ce raisonnement de vraisemblance. C'est vraisemblable, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas la vérité. C'est une manipulation, c'est une construction de l'esprit et ça vise simplement à renforcer un discours qui est quand même amusant de la part des endocolons à qui on fait croire qu'il y a un principe de neutralité. Je crois que le professeur Mbele, vous avez déjà vu ces gens sur Internet, ils vous disent l'Afrique ne peut pas quitter un maître pour un autre maître. Ah, mais qu'ils s'écoutent eux-mêmes cette phrase. Quitter un maître. En fait, ils admettent déjà qu'ils sont sous la coupe d'un maître. Et ils disent on ne peut pas quitter un maître pour un autre maître. Il faut rester avec l'ancien maître. C'est ça leur logique. Ils vous disent qu'ils sont des neutralistes, des souverainistes, qu'eux, ils envisagent l'Afrique comme indépendante, mais ils vous disent que l'Afrique a quand même un maître. Et qu'on ne peut pas quitter ce maître pour aller chez l'autre maître. Il faut qu'on quitte le maître pour être seul. Et comment on va faire peur à l'autre maître? C'est bien la question qu'on se pose, parce qu'il est quand même le maître. On lui fait peur comment? On lui montre qu'il n'entre plus chez nous. Comment? Qu'il ne viole plus notre intégrité. Comment? Et là, ils ne peuvent plus réfléchir. En fait, ils veulent donner un contenu à cette phrase. Les Africains ont quitté un maître pour un autre maître. Alors, puisque les Africains insupportent l'impérialisme occidental, qui est quand même parrainé par les États-Unis, et qui a comme représentant en Afrique francophone la France, et que les Africains sont en train de se battre pour sortir des geôles de cet impérialisme, ils disent à ceux-là, dites-leur qu'il y a un autre maître qu'ils sont allés chercher, que ceux qui leur montrent la voie de la libération sont achetés par ce nouveau maître. Et ce nouveau maître, c'est la Russie. Ça participe de cet argumentaire. C'est pour donner du crédit à leurs relais endocolons qui sont en train de fustiger le combat panafricaniste. Nous disons simplement une chose à l'opinion panafricaniste. Ne vous laissez pas prendre à ce regard, à cette lecture binaire de la réalité, qui n'est déjà même pas africaine, cette lecture binaire, soit l'un, soit l'autre. Non. Les Africains savent, ils ont atteint un niveau de maturité, ils n'ont pas besoin d'être payés, d'être rémunérés pour défendre leurs propres intérêts. Ils n'ont pas besoin de ça. Les Africains n'ont pas besoin que quelqu'un d'autre leur apprenne à être libre. Si on vous apprend à être libre, ça veut dire que vous n'êtes plus libre. Parce qu'on ne peut pas apprendre la liberté à un individu. On peut par contre travailler avec un individu libre pour davantage discipliner sa liberté. Donc, les Africains n'apprennent pas leur liberté des Russes. Les Africains n'ont pas attendu les Russes
en 2010 pour créer Afrique Média. C'est les Africains qui ont créé leurs médias eux-mêmes. Monsieur Justin Tago, est-ce qu'il était déjà allé voir Poutine en 2010 pour créer ce Afrique Média? Non, il a fait sur le continent africain. Il a fait d'ailleurs au sud du Sahara, là où on n'attendait plus cette pensée critique, ce bouillonnement intellectuel, ce bouillonnement de liberté. C'est là où il a créé. Et c'est là où tout est parti. Afrique Média n'a pas attendu le conflit russo-ukrainien pour exister. Afrique Média est là bien avant et Afrique Média défend les positions de l'Afrique bien avant la crise russo-occidentale. Et aujourd'hui, vouloir instrumentaliser le succès du panafricanisme dans la confrontation entre l'Occident et la Russie, c'est simplement de la manipulation. L'opinion africaine doit savoir que c'est de la manipulation, c'est des allégations infondées et c'est une construction du State Department qui vise essentiellement à discréditer le combat panafricaniste. Alors, Général Issa Diawara, une question qui est revenue. Certains défenseurs ou alors quelques défenseurs de ce rapport du département d'État américain, ces défenseurs ont évoqué qu'Afrique Média ne cesse de traiter des sujets d'actualité qui concernent le Mali. Ils ont souligné que le Mali est au cœur des thématiques de la télévision panafricaine, thématiques de programme de la télévision panafricaine, et qu'Afrique Média a signé une coopération avec la République du Mali et par voie de ricochet avec la Fédération de Russie pour pouvoir exister ou alors pour pouvoir survivre. Il s'agit là de quelques propos ou alors des allégations de la part de ces défenseurs. Je vous pose la question, vous qui êtes malien, vous qui êtes un fervent défenseur de la cause du Mali, mais également pour mettre en avant ou réaffirmer la souveraineté de l'État du Mali. Dites-nous, hein, nous on aimerait bien comprendre. Afrique Média a-t-il signé une coopération avec la République du Mali pour traiter ces sujets d'actualité ou alors, voilà, signé avec la Russie? Peut-être vous êtes mieux placé pour nous expliquer, étant donné qu'on parle du Mali. Alors, La parole. Général Issa Diawara, vous avez la parole. Alors, le temps de permettre au général Issa Diawara de mettre tout en place sur le plan technique pour nous retrouver dans ce débat. oui. Monsieur Gamalabina, ce rapport Oui. du département d'État américain trahit-il, si je cite, le désespoir des États-Unis et par voie de ricochet de l'Occident? Alors, je dirais pas qu'il traduit le désespoir, parce qu'on n'est pas dans le désespoir, vu que les Américains sont en concurrence avec la France, mais il traduit une réalité par rapport à la question géopolitique au-delà du Mali. C'est-à-dire qu'effectivement, la question malienne est centrale pour l'Afrique de l'Ouest et les Russes sont présents sur place et ça pose problème au monde occidental en général. Mais c'est un rapport qui est à la fois une réalité offensive. Alors, il faut savoir que dans le principe, depuis des années, depuis quasiment la Seconde Guerre mondiale, de la maîtrise de la communication et de l'information, c'est une arme redoutable qui permet de changer, par exemple, un pouvoir en place, de faire des coups d'État téléguidés, comme on l'a vu en Amérique du Sud ou au Moyen-Orient, et surtout de donner le sentiment qu'il y a le monde civilisé, le monde occidental simplement blanc, qui aurait les lumières avec lui, les qualités humaines pour créer des sociétés égalitaristes et des sociétés qui seraient démocratiques. Et puis le monde obscur, que seraient les Asiatiques, le monde jaune comme ils les appelaient à l'époque, le monde noir africain, le monde arabe, le monde sud-américain. Bref, en substance, c'était une façon de caricaturer la lecture du monde en donnant le sentiment que d'un côté, il y avait le monde dit libre, parce que libéral, donc ultralibéral, et puis de l'autre côté, le monde soumis, qui est ex-colonisé, ne mériterait pas d'être considéré comme étant des êtres humains. Donc ça, c'est le postulat. Et donc, depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la communication étant l'arme absolue, eh bien, ils ont pu, par exemple, faire un coup d'État en 1953 en Iran, en faisant croire que le peuple iranien se soulevait contre Mossadegh, qu'il avait nationalisé le pétrole et le gaz. Et ces questions-là se posent à nouveau sur la question de la communication. Afrique Média, Mediapart africain pose problème au département d'État parce que c'est une arme
sur le plan intellectuel, sur le plan de la communication et sur le plan de la contre-propagande qui est assez conséquente. Ça ne veut pas dire que tous les intervenants d'Afrique Média sont exceptionnellement bons, hein, ce n'est pas le sujet, mais c'est une voix discordante par rapport aux propos occidentaux unilatérales. On se souvient que les années 90 avaient imposé la figure de CNN, qui est une chaîne littéralement propagande américaine, et qui donnait le là par rapport à la destruction de l'Irak. On avait le sentiment que l'Irak était libéré alors qu'on la détruisait. Eh bien, c'est pareil. Ils sont gênés à nos encablures parce qu'ils disent qu'il y a un média panafricain, donc qui va au-delà d'un seul pays, qui a un discours d'émancipation anti-occidentale, puisqu'évidemment, l'Occident, tel que défini par les colons, bah, c'est les puissances coloniales, et que ce média va poser problème parce qu'il va donner des idées aux populations qui vont avoir un autre son de cloche. Alors, si le département d'État s'inquiète de cela, c'est pas parce que Afrique Média va être révolutionnaire, mais c'est plutôt parce que il va donner une lecture différente de ce qu'on entend dans la propagande habituelle, que ce soit RFI, France 24 ou simplement les chaînes américaines ou anglo-saxonnes. N'oublions jamais que la BBC, BBC World Service, RFI, tout ce qu'on appelle des médias de masse internationaux sont destinés à convaincre les populations des pays qu'elles ciblent du bien fondé des politiques des pays qui les émettent. Et donc là, en l'occurrence, la question d'Afrique Média qui se pose, c'est de savoir est-ce que ce média est légitime dans l'expression ou pas. Eh bien, les États-Unis considèrent qu'il n'est pas légitime parce qu'il serait financé par les Russes. J'aurais dire simplement que la censure de RT France, RT Allemagne, RT en général dans le reste du monde occidental, était déjà la première étape d'une offensive contre-médiatique de la part de l'Occident. Et donc, quand les Américains prennent cet engagement, ils voudraient, dans une loi supranationale qui va au-delà de leur propre pays, pouvoir faire censurer ou interdire les médias. Alors, ils ont des moyens de pression. Ils pourraient supprimer le Facebook, ils pourraient supprimer le YouTube. Il y a d'autres moyens de revenir, mais c'est vrai que ce soft power d'Afrique Média va être un vrai problème en termes de logique. Parce que jusqu'à présent, eh bien, les médias africains étaient plutôt tenus par la partie occidentale. Aujourd'hui, il y a un média qui est plutôt indépendant. Et ce média indépendant a un succès franc. On est à pratiquement 700 000 personnes sur YouTube. Donc, c'est vrai que ça impacte. Alors, il y a une audience qui est sur le satellitaire importante. Et puis surtout, c'est un média qui s'autorise à parler à tous les Africains. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que oui ou non les Américains ont les moyens de leurs prétentions? Est-ce que le département d'État va pouvoir faire censurer cette chaîne? Est-ce qu'ils ont le droit de le faire? Bon, le droit, c'est une autre question, parce que c'est le droit du plus fort, très souvent. Mais est-ce qu'ils pourront atteindre leur objectif? J'ai un doute. Je pense que s'ils faisaient ça, ce serait grossier et visible. Et surtout, sur le principe démocratique, par exemple, je prends l'exemple de RT, puisque je travaille avec RT France sur RT Arabique, ils ont censuré le média, c'est vrai, mais ils ne l'ont pas interdit. Ils ne l'ont pas interdit parce que, pour des principes démocratiques, de liberté de la presse, la censure ou la suspension d'un média n'étant pas l'interdiction, ils se disent qu'on va l'étouffer et il va couler. Et ils se disent que le seul moyen de contrôler cette contre-propagande qui est mise en place, c'est de les suspendre sans les interdire. Donc c'est le risque qu'on peut courir. C'est un risque qui est assez sérieux. Mais les États-Unis sont dans leur rôle. Ils font un travail effectivement de volonté de domination par leur propagande personnelle, qu'elle soit cinématographique ou par l'information, et ils empêchent les autres d'exprimer une propagande ou de la vérité d'ailleurs. On prend l'exemple symptomatique du Qatar qui a posé problème. Pourquoi? Parce qu'ils ont une chaîne, Al Jazeera, qui était le pendant de CNN et qui donnait une autre vision de la guerre que les États-Unis voulaient donner. Donc ça a posé problème. Et à chaque fois que des médias vont émerger qui seront alternatifs, eh bien à chaque fois, il y aura cette même problématique qui va être posée, à savoir qu'on va faire croire qu'ils ne respectent pas la liberté de la presse, que ce sont les médias de propagande, que les gens qui sont reçus ne sont pas les bonnes personnes, que les soutiens financiers qui viendraient d'États ennemis, puisque maintenant ils prennent les Russes pour leurs ennemis, sont des soutiens qui posent problème. Donc c'est vrai que ces questions se posent, mais ça témoigne que d'une seule chose en vérité, en substance. Ça témoigne d'une fracturation du monde en deux à nouveau, bloc Est, bloc Ouest, avec comme théâtre d'opération évident, mais évidemment l'Ukraine, on le voit bien, mais pas seulement, Taïwan du côté chinois, mais surtout l'Afrique. Et l'Afrique particulièrement la plus fragile, l'Afrique francophone. Quand je dis qu'elle est fragile, c'est que la fragilité de l'Afrique francophone, c'est qu'il y a un détachement qui est en train de s'opérer de la France, et que cette fragilité par rapport à la France doit peut-être sans doute garantir une liberté de l'Afrique tout simplement en termes d'indépendance. Donc la fragilisation du lien colonial qui est en train de s'opérer est un problème pour le département d'État qui voit d'un bon œil la perte du contrôle de la France de l'Afrique, mais d'un mauvais œil le fait qu'il ne soit pas à la place des Français. C'est une concurrence entre impérialistes, tout simplement. Alors, on espère que... Merci, Monsieur Gamal Abida. Général Issa Diawara, on espère que la réalisation nous donnera plus d'informations sur le plan technique, sur la présence du général Issa Diawara. Alors, le temps encore de permettre au général qui a des soucis techniques du fait de la connexion.
professeur Mbelek, est-ce que ce rapport du département d'État américain, la question posée à M. Gamal Abina, je vous la renvoie, ce rapport du département d'État américain trahit-il le désespoir des États-Unis et de façon générale de l'Occident? Je dis oui, ça trahit ça. Ça trahit une certaine faiblesse. Parce que si c'était si fort, pourquoi s'agiter? Ils sont sûrs de leur fait. Ils sont sûrs d'avoir le dessus. Ils sont sûrs que ce qui est raconté dans la presse africaine, panafricaine, comme Afrique Média, n'aura pas de portée par rapport à leur propre presse, qui ont des gros moyens, CNN, hein, agence Reuters, tout ça. Là. Pourquoi ils s'inquiètent? N'oubliez pas l'histoire, ils connaissent quand même l'histoire que je vous racontais sur la chute de l'Empire romain. Hein. N'oubliez pas. Et la phrase de Paul Valéry qui disait à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, nous, civilisations, savons que nous sommes mortels. Je crois même ça à la sortie de la Première Guerre mondiale. Nos civilisations savons que nous sommes mortels. C'est-à-dire que la puissance états-unienne n'a pas toujours été, n'oubliez pas, c'est d'abord une colonie anglaise à la base. Ensuite, il y a cette lutte pour l'indépendance, et beaucoup de gens n'en tiennent pas compte, mais je le signalais, qui n'aboutit que parce que ce qu'on appelle les pères de l'indépendance états-unienne, la plupart, en tout cas un grand nombre d'entre eux, étaient des francs-maçons. On en a encore les traces dans le billet vert américain, dans les billets verts américains, le dollar. C'était des francs-maçons. Et en tant que francs-maçons, ils ont eu l'appui d'autres frères francs-maçons venant, par exemple, de la France, qui étaient ennemis de l'Angleterre colonisatrice, enfin la Grande-Bretagne. Ok? Donc, ce processus a continué jusqu'à ce que des financiers, des banquiers, quittent l'Europe et trouvent refuge aussi aux États-Unis. Parce qu'ils ont d'abord construit la City en Angleterre. Ils vont finir par trouver refuge aux États-Unis. La ville de Manhattan est une propriété de Rockefeller. C'est là que Rockefeller va faire un cadeau, entre guillemets, à la SDN mourante pour fonder l'ONU d'aujourd'hui. C'est bien dans l'île de Manhattan. Alors, donc, une fois installés aux États-Unis, on nous fait croire qu'ils sont isolationnistes, mais vous voyez bien que les États-Unis finissent par intervenir lors de la Première Guerre mondiale. Ils interviennent maintenant aussi à la Seconde Guerre mondiale. Et plus ils interviennent, plus ils montent en puissance. OK? Jusqu'à ce qu'il y ait cet accord de Yalta. Et finalement, dans les années 70, avec Nixon, on commence les pétrodollars. C'est-à-dire que le dollar n'a plus besoin de s'appuyer sur l'or. S'il faut une garantie, c'est le pétrole de l'Arabie Saoudite, disons les pays du Golfe. En fait, il n'y a même plus de garantie du tout. Ils vont même finir par voter des lois qui font que quiconque utilise le dollar peut être injudiciable du côté américain. États-Unis, hein, pour être correct. Donc, les États-Unis se sentent suffisamment forts, comme toute... vous savez que c'est humain, l'arrogance. À un moment donné, quand l'humain oublie sa condition humaine et atteint un certain niveau de puissance vis-à-vis des autres, il finit par penser peut-être que lui, il est fait d'une chair particulière et les autres sont pas grand-chose. C'est ce que font les États-Unis. Or, nous ne sommes jamais... On dit, on a beau être roi, on n'est jamais assis que sur ses deux fesses. Hein. Je dis ça, il y a un autre mot qui est utilisé, mais je dis ça de façon pudique, sur ses deux fesses. Donc, ils oublient ce détail-là. Ce qui fait donc qu'aujourd'hui, l'Afrique, elle, en tant que fait d'humain, c'est-à-dire que les Africains ont bien compris que le monde entier devrait le savoir, que nous sommes des humains. On n'est pas des biens meubles parce que c'est écrit dans le code noir. On est d'accord. Des imbéciles. Parce qu'il faut être vraiment imbécile, c'est-à-dire avoir un esprit faible pour penser que quelqu'un qui est de forme humaine, qui respire comme un humain, qui parle comme un humain, qui marche comme un humain, qui réfléchit comme un humain, qui fait tout comme un humain n'est pas un humain, quoi. Parce que quelqu'un a décrété que lui, il est esclave, il n'est pas humain, et que l'esclave est un bien meuble. Bon, ok, ils l'ont pensé, ils l'ont fait. Mais, comme c'est faux, les Africains finissent par dire, bon, attends, c'est bon là, le jeu a assez duré. On a subi tout ce que vous avez voulu qu'on subisse. Maintenant, nous, on veut redevenir des humains à part entière et le faire savoir au monde entier pour qu'il nous respecte et qu'on agisse en tant que tel. On veut nos droits. OK? Ben alors, donc, ça aboutit au panafricanisme. Vous savez, ça se chante même dans les chansons reggae. Hein, les droits.
Equal rights and justice. Ça, c'est Peter Tosh. Hein, les droits égaux et la justice. Voilà. C'est tellement chanté. Donc, on veut les mêmes droits que tous les autres. Et le premier droit des humains, c'est la liberté. Le droit de faire ses choix, choisir ses partenaires. Et puis, nous voulons aussi le panafricanisme. Parce que comme nos ancêtres à l'époque de la grande vallée du Nil, ils avaient bien compris que pour s'en sortir, il fallait gérer toute la vallée du Nil. Okay? Ben, aujourd'hui, nous aussi, c'est aussi l'occasion pour moi d'avoir une pensée pour notre regretté, on ne le regrettera jamais assez, Muammar Kadhafi. Voilà. Nous avons compris, à la suite de nos aînés, que pour que l'Afrique puisse être exploitée au mieux à l'avantage des Africains et même du reste du monde, nous devons gérer l'Afrique dans la totalité du continent, puis des États qu'on peut opposer aux autres. Regardez comment on oppose, regardez entre le Rwanda et la RDC, regardez comment on oppose les États les uns aux autres. Okay? Même parfois même à l'intérieur d'un même État. Hein? Alors que si on avait tout le continent, les États-Unis, ils ont quand même une partie du continent nord-américain. Donc, de la même façon, nous voulons le panafricanisme et le réaliser, le rendre réel. Pour le rendre réel, des supports comme Afrique Média sont nécessaires. Le support médiatique. Et il en faut même d'autres. Il faut des multitudes. Et imaginez qu'il y ait eu Afrique Média à l'époque de Muammar Kadhafi. Peut-être que les choses auraient été différentes. À l'époque de la Côte d'Ivoire, Gbagbo, il n'aurait peut-être pas été déporté à la CPI comme ça. Les choses auraient été différentes. L'histoire de l'Afrique aurait été différente. Donc Afrique Média joue pleinement son rôle et appelle d'autres médias, même plus puissants. Nous visons la puissance. Parce que l'enfermement dans lequel l'Occident nous a emmenés aujourd'hui montre qu'il faut une alternative humaine. Humaine. Parce que l'Occident nie l'humain. Tu n'es pas monsieur, tu n'es pas madame. Tu peux être aujourd'hui monsieur, demain madame. Tu peux... Hein? On perd son latin. Je vous ai dit tout à l'heure que les valeurs humaines reposent sur la stabilité, non seulement au niveau de l'espace, mais au niveau du temps aussi. Les valeurs humaines, depuis le temps, on ne sait même plus quand, quoi. Avant même que l'homme soit l'homme, il y a eu des espèces qui nous ont précédés dans ce processus d'hominisation. Mais des expériences humaines ont été faites. Je signale que la découverte du feu n'est pas faite par l'homo sapiens sapiens. Ce n'est pas l'homme moderne, pour utiliser un mot que tout le monde comprend, qui a découvert le feu. Puisque la découverte du feu remonte à plus de 500 000 ans. L'homme moderne ne remonte pas il y a 500 000 ans. 500 000 ans, ici, c'est Homo erectus qui est là. Cette espèce ancienne qui a disparu avait déjà découvert le feu. Et nous, on en a hérité. Donc, l'espérance humaine est tellement... Donc, on ne peut pas laisser tomber comme ça. Ce qui veut dire que l'Occident est en perte de vitesse, parce que si on reste sous couvert de l'Occident, c'est l'humanité qui se perd. Et comme l'humanité ne doit pas se perdre, parce qu'elle est une humanité consciente, okay, l'alternative, c'est de prendre le relais, et l'alternative, de reconnaître le tort des États-Unis, en particulier ici pour le procès contre Afrique Média et les leaders panafricanistes. Doyen Simondé, pour certains analystes politiques, ce rapport témoigne, je cite, de la puissance d'Afrique Média, témoigne de la forte audience de ces chaînes de télévision, mais surtout de la qualité des choix opérés pour le panel. Quelle est votre grille de lecture? Tout à fait, Madame Kaplan. Si les gens ne peuvent pas se lever un matin comme ça, sortir un document sans avoir fait des études, des analyses qui confirment la puissance d'Afrique Média, c'est tout à fait normal. Ça veut dire que les gens se sont rendus compte que, contrairement à ce qu'ils pensaient, Afrique Média a éveillé les consciences à un tel niveau qu'il faut trouver des moyens de le combattre. Ils sont en train de tenter, malheureusement pour eux, ils ont pris le caillou, l'oiseau a vu. Je voudrais vous dire, confirmer une chose, ils sont dans leur rôle. C'est une très bonne chose, ils sont dans leur rôle. Et c'est justement confirmer la bataille qui nous attend demain. Donc c'est pour ça que je dis encore, il faut que les Africains soient déterminés à lutter, à porter leur conscience sur la tête, à défendre leurs intérêts partout où ils se trouvent. Contrairement à ce que vous pensez. Vous savez, ces gens-là, ils sont devant les miroirs, au lieu de voir leur image, ils voient les images des autres. Parce que comme ils sont habitués à la corruption, ils pensent que tout le monde est dans cette corruption. Moi, je voudrais seulement dire, vraiment, si la Russie leur a donné l'argent qui était destiné à Afrique Média, et qu'ils ont reçu, pardon, qui nous donne? On n'a pas encore reçu. Ce serait même très bien, on attend, qui nous donne? On n'a pas encore reçu. Donc, si c'est à eux que la Russie a donné l'argent pour revoir l'Afrique, pardon, qui nous envoie l'argent, parce qu'on n'a pas encore reçu. Donc, c'est un problème
très très importants et ils sont, j'ai encore une fois, ils sont dans leur rôle parce que les médias mensonges, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Quand ils voient que vous êtes puissant, ils cherchent tous les voies et moyens pour vous détruire. Malheureusement pour eux, ça est tard. Ils sont levés tard. Tous les pays africains sont en éveil. Parce que quoi qu'on veuille, quoi qu'on veuille, l'Afrique doit se libérer totalement et on en voit. Donc, ils se sont trompés d'époque et de période. Les Africains, les enfants aujourd'hui, savent que vous ne pouvez pas avoir votre porte-monnaie dans la maison du voisin et être libre. Il faut tout faire pour arracher ce porte-monnaie et mettre dans votre poche. Parce que vous ne pouvez pas être tout le temps en train de demander le beignet à votre voisin parce que c'est celui qui détient votre porte-monnaie. C'est ce que la France et leurs complices, les Américains et les autres, ont joué jusqu'à présent. Donc il est temps que ça change totalement et ça va changer. Donc encore une fois, je dis qu'Afrique Média a joué un rôle extrêmement important dans la lutte de libération de l'Afrique, de sorte que les autres sont levés et ils ont vu que, contrairement à ce qu'ils pensaient, parce que comme on était dans leurs histoires de Canal Plus et les autres, ils nous ont négligés. Or, les canaux qu'on a utilisés jusqu'à présent, ça a payé et ça a porté et ils se lèvent, ils se rendent compte que le monde entier est au courant. Et pourtant, eux-mêmes, ils ne voyaient pas plus que là où nos émissions passaient, ce n'était pas dans leur circuit. Ils se sont rendus compte tard. Sinon, peut-être ils auraient même bombardé Afrique Média. Malheureusement, s'ils le font aujourd'hui, ça va être tard parce qu'on peut tuer un révolutionnaire, mais on ne peut pas tuer la révolution. Alors, Monsieur Gamal Abina, nous sommes en train de refermer déjà ce programme. En quelques mots, la bataille communicationnelle qui se vit aujourd'hui a-t-elle pris un autre virage? Monsieur Gamal Abina, vous avez la parole. Alors, Monsieur Gamal Abina, une fois de plus, pour vous permettre justement, peut-être vous, si vous n'avez pas bien entendu, bien suivi la question, la bataille communicationnelle, selon vous, a-t-elle pris un autre virage? Alors, quelques soucis également techniques avec M. Gamal Abina. M. Batengene, la bataille communicationnelle, selon vous, a-t-elle pris un autre virage? Ou bien? Naturellement, actuellement, le média panafricaniste, Afrique Média, a pris le dessus sur les médias mensonges. Vous savez qu'aujourd'hui, partout en Afrique, vous n'avez qu'à regarder pour avoir un aperçu de ce que représente Afrique Média. Vous regardez dans les réseaux sociaux, la moindre communication d'un des médias mensonges d'Occident, BBC, RFI, France 24. Juste en dessous, les commentaires, vous allez reconnaître les téléspectateurs d'Afrique Média. Ils sont nombreux qui vont là-bas, qui déconstruisent le narratif des médias mensonges. Nous leur disons bravo, continuons ainsi. Chers Africains, chers panafricanistes, chers compagnons de lutte, continuons ce combat dans les réseaux sociaux. C'est très, très, très beau et très motivant de voir ce que vous abattez tous les jours en déconstruisant ces narratifs de mensonges. Et quand vous regardez également que sur la COVID-19, nous étions le seul média d'audience de masse à tenir un discours dissonant. Le PNDIT ici, on parlait tous les jours de toutes ces théories du mensonge et de toutes ces théories de la mort qui étaient, et le professeur Mbelek l'a rappelé, on nous disait que les Africains seraient massacrés par millions par la COVID-19. Nous, voilà, nous sommes debout, grâce à nos tisanes de grand-mère, comme ils aiment appeler cela, mais nos solutions thérapeutiques qui marchent et qui ont marché. Soyons confiants et soyons fiers du résultat que nous avons eu. Par exemple, au Cameroun, il n'y a que 4,8% de Camerounais vaccinés, mais il y a 0 cas de Covid depuis le 5 mars 2022. Pendant ce temps, le Canada, qui a plus de 92% de sa population quadruple vaccinée avec dose de rappel. Ils crèvent chaque jour. Ils sont en train de crever, ils sont encore sous le coup de la COVID-19. Nous avons tenu ce discours dissonant. Nous avons eu le courage d'aller contre cette oligarchie qui prend en otage l'Occident. Nous n'avons pas reculé devant nos responsabilités quand l'humanité était menacée. Et c'est aussi le moment de le dire, le panafricanisme n'est plus seulement le combat des Africains.
c'est le combat de l'humanité. On a vu les gilets jaunes venir ici défendre leur combat, pendant que les médias d'audience de masse, je crois que professeur Mbele, vous étiez là quand les gilets jaunes revenaient toutes les semaines, on devait échanger avec eux sur les problèmes qu'ils rencontrent. Ils étaient carrément occultés par la bien-pensance médiatique occidentale. Nous portons aujourd'hui le combat de l'humanité. Nous défendons l'humanité, nous défendons l'humain. Quand le professeur Mbele revient par exemple sur les éléments comme la question du sexe qui commence à être perdu avec tout ce qu'on voit au Qatar, le genre qui commence à être perdu avec le Qatar qui est mis mangé à toutes les sauces parce qu'ils ont seulement refusé comme les brassards de capitaine avec les couleurs des homosexuels. On dit non, le Qatar, on se souvient qu'ils ont corrompu. Ils se sont même dénoncés. Ça, en oubliant que quand dans la loi on condamne pas seulement le corrupteur, on condamne aussi le corrompu. Donc, ils viennent faire leur mea culpa, mais un mauvais mea culpa, c'est quelque chose qui ne passe pas, la pilule est trop grosse. Nous n'allons pas l'accepter, nous préférons ces Qataris avec ces valeurs humaines que dans lesquelles nous nous retrouvons. Donc, nous avons ce combat que nous portons, qui n'est plus seulement le combat de cette Afrique meurtrie. C'est devenu un combat de l'humanité et de l'humain. Mais qui menace l'humain, Madame Capel? Ceux qui menacent l'humain, c'est l'oligarchie états-unienne. C'est les sectes pernicieuses états-uniennes et anglo-saxonnes, avec à leur tête qui? La reine d'Angleterre ou actuellement le roi d'Angleterre, et de l'autre côté, tous ceux qui sont le grand capital états-unien. C'est eux que nous avons mis en difficulté. Quand nous avons dénoncé ces vaccins de Pfizer, c'est en fait les Vanguard, BlackRock, et derrière toutes les grandes familles états-uniennes qui s'enrichissent dans la commercialisation de la mort dans le Big Pharma. C'est elles que nous avons attaquées. Eh bien, nous avons pris l'ascendant. Et regardez, sur Twitter, j'ai regardé sur Twitter, vous verrez de temps en temps des vidéos d'Afrique Média qui sont virales, reprises. D'ailleurs, il y a un commentaire de M. Fanga qui a été repris sur Twitter, qui est devenu très viral. C'était avec vous, Mme Capel. Il y a un autre, de notre frère Mandeng, qui a été repris par les journalistes sportifs de la France, qui disait, si au moins on avait encore ce genre de journalistes chez nous. Vous voyez un peu, nous sommes devenus l'exemple exemplaire en matière de médias. C'est ça, aujourd'hui, Afrique Média. L'exemple d'indépendance, d'humains qui se soucient de l'humanité. Et c'est parce que nous avons l'humain et nous défendons l'humain en commun, ici en Afrique, que Afrique Média est devenue la cible. Ceux-là, ils ne sont plus humains. Et ils ne veulent plus de l'humain. Du moins, l'humain que nous connaissons. Ils veulent changer l'humain. Et ils disent, ah, c'est en Afrique qu'il y a un petit média là. Ces gens sont en train de nous combattre. Et ils demandent aux Français, c'est encore le narratif des Français qu'ils tiennent. Bientôt les États-Unis nous combattront avec leurs propres idées. Soyons prêts, mais nous sommes sûrs. Comme nous avons vaincu la France, nous vaincrons les États-Unis. Et c'est ici que nous refermons ce programme. Merci infiniment. Professeur, on va vous remettre la parole dans quelques minutes. Merci, Monsieur Jonathan Batengene, pour votre participation ce soir. Merci pour vos différentes interventions. Dayan Simondé, merci infiniment d'être venu. Oui, je voudrais terminer cette émission en posant un proverbe. Je voudrais rappeler à ces gens que quand on ferme la porte à la liberté, on ouvre un boulevard à la résistance et à la révolution. Je vais terminer en disant que c'est quand vous avez un moustique sur vos testicules que vous comprenez que vous ne pouvez pas résoudre tous les problèmes par la violence. C'est clair. Je répète, s'ils n'ont pas compris. C'est quand vous avez un moustique sur vos testicules que vous réalisez que qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes par la violence. Voilà. Merci infiniment, doyen Simondé, pour votre présence ce soir. Merci d'avoir répondu présent lorsque Afrique Média vous a contacté. Vous êtes écrivain. Je me rends compte que le professeur Mbeleke oui, donc, je vois l'image du moustique, non? Monsieur doyen Simondé, promoteur du Made in Africa, mais également écrivain. Monsieur Batengene, pour rappel, sociopolitiste. Merci infiniment
à nos experts de haut vol en multiplex, malheureusement pour quelques soucis techniques, quelques soucis également de connexion, on n'a pas pu clôturer ensemble ce programme, à recueillir les avis du général Issa Diawara, mais également de M. Gamalabina sur des questions concernant encore ce rapport du département d'État américain. Monsieur Gamalabina est internationaliste, sans oublier général Issa Diawara, analyste politique, mais également panafricaniste. Merci infiniment, professeur Mbelek. Merci d'être là. Merci Céleste de m'avoir invité et de m'avoir permis de partager le plateau avec Simon avec ses vannes. C'est proverbes. C'est proverbe. Non, c'est vannes, ça fait rire, mais c'est des proverbes en fait. Et il a déposé Jonathan une cola. Batenguene, et puis Gamal Abina et le général Issa Diawara. C'est un grand plaisir. Merci, doyen Simone, pour cette cola. Merci mais il y a infiniment. aussi Charlie Kengye qui devait être là, non? Malheureusement, également, des soucis techniques ont eu raison sur sa volonté, sa détermination à vouloir participer à ce programme. Malheureusement, à coup sûr, nous l'aurons dans le cadre de notre programme. Merci pour cette cola, doyen Simodé. La colère est une chose très importante pour les Africains. Vous devez savoir à quoi ça sert. C'est d'abord un remède et un plus pour l'unité africaine. Et c'est ici que nous mettons la clé sous le paillasson, chers téléspectateurs. Merci infiniment pour votre extrême disponibilité, mais également fidélité. Merci à tous les internautes pour leur participation active. Nous vous remercions infiniment pour toutes vos réactions. Nous n'avons pas toujours l'occasion de lire toutes ces réactions, mais vraiment cette détermination pour ce combat qu'est la lutte pour le panafricanisme, l'éveil considérable des consciences. Nous en sommes très reconnaissants pour votre participation, vos différentes interventions. Chers téléspectateurs, chers internautes, c'est ici justement que nous mettons la clé sur le paillasson. À très vite pour un autre rendez-vous du savoir. Sur Afrique Média, le combat continue. Libération totale de l'Afrique, on l'a dit, éveil considérable des consciences. Au revoir. Afrique Média. Le monde, c'est nous.